des avancées technologiques de fou. Comment est-ce que vous positionnez là-dessus ? Il y a tellement de data qui est récupérée. Comme il n'est pas câblé pour ça et qu'il est trop générique, il a envoyé des moments un peu random. Pour arriver au moment où je pourrais enfin déléguer. Le moment où tout ce qui est exécutif pourrait être remplacé à 100% les yeux fermés, full confiance, il approche rapidement quand même. Mais nous, à la base, le modèle, c'est basé sur l'analyse du texte et l'analyse de l'audio. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Almost Human. On va recevoir quelqu'un qui travaille dans l'IA, pour une fois, qui travaille sur un objet, sur un outil de l'IA et qui va du coup nous présenter qu'est-ce que c'est de travailler sur une énorme vague, sur une tendance, de savoir comment avoir des retours des clients et améliorer son produit jour à jour, au jour le jour avec les technologies qui explosent. Aujourd'hui, je suis super heureux d'accueillir Sven. Bonjour Sven, comment ça va ? Salut Jean-Baptiste, très bien et toi ? Trop cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et qu'est-ce que c'est que Clip, ton outil ? Ouais, carrément. Donc moi c'est Sven, j'ai un profil école de commerce classique, j'ai monté plusieurs boîtes avant Clip qu'on pourra peut-être discuter après. Ouais, si tu veux. Et Clip, du coup, ça fait 2 ans que je bosse dessus. J'ai rencontré mon associée Pamela, qui elle a un PhD en intelligence artificielle, donc c'est elle qui est très technique sur le sujet. Il y a 2 ans, du coup, chez Entrepreneur First. C'est là que l'idée de Clip a germé, qui se nourrit aussi de nos expériences précédentes, plutôt dans le contenu que dans l'IA. On s'est plus servi de ça comme une technologie, à l'époque où c'était peut-être pas encore le buzz aussi, autant que ça l'est maintenant, mais voilà, clairement, aujourd'hui, tout le monde parle d'IA et du coup, on se positionne aussi là-dessus, à la fois pour profiter des avancées technologiques, mais aussi à des fins marketing, parce que la technologie que tu utilises peut être utilisée pour faire du buzz, faire du bruit, etc. Ouais, donc, carrément. Si tu utilises le mot machine learning, c'est moins sexy que IA en ce moment. C'est ça, ouais. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse, ouais. Ouais. Trop cool. Et du coup, Clip, concrètement, ça a combien de temps ? Qu'est-ce que vous faites avec ? Et c'est quoi le problème spécifique auquel vous répondez ? Ouais, donc alors du coup, ça fait 2 ans. Clip, on permet aux créateurs vidéo de booster leurs réseaux sociaux avec des clips vidéo qui sont générés par de l'intelligence artificielle à partir de vidéos plus longues. Donc on va surtout s'adresser à des vidéo-podcasters ou des gens qui créent des contenus longs, des youtubeurs, des twitchers, etc., qui vont venir uploader leur contenu sur notre plateforme, donc leur contenu d'origine. Et notre IA va automatiquement générer des capsules vidéo des meilleurs moments, des moments qui ont le plus de potentiel viral sur les réseaux sociaux, que nos créateurs vont ensuite pouvoir ajuster les sous-titres, passer au format vertical et partager directement sur des réseaux de contenu court pour rendre leur contenu découvrable, ouvrir des portes d'entrée vers leur contenu plus long sur TikTok, YouTube Shorts, Instagram. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question sur quel est le problème qu'on résout avec ça, déjà nous, je pourrais te raconter peut-être plus tard toute l'histoire de Clip et j'appellerais pas ça des pivots, mais si quand même, tu vois, au début on n'était pas exactement sur le même persona, etc. Il y a eu beaucoup de customer discovery et de recherche avant de tomber vraiment sur ce problème-là. Mais on s'est rendu compte que du coup, les créateurs vidéo, sur leur réseau social d'origine, ils atteignent assez rapidement un plafond de verre, surtout ceux qui font du contenu long, parce que le contenu long, c'est bien pour monétiser, pour créer de la récurrence, etc. Mais t'as pas autant de reach. C'est ça, beaucoup moins bien pour trouver de nouvelles audiences. Et du coup, tous les créateurs on essaye de créer des portes d'entrée vers ces contenus en essayant de créer ces petits clips à la main, sauf que c'est super laborieux. Enfin, c'est peut-être facile de commencer au début quand tu as l'énergie de te dire « Ok, je vais ouvrir YouTube Shorts. De toute façon, c'est la tendance du moment, il faut que j'y aille, je vais ouvrir TikTok. » Mais beaucoup plus dur de rester consistant à long terme sur des réseaux sociaux qui sont extrêmement gourmands en termes de fréquence de publication qui te demandent chaque jour. Et là-dessus, c'est là où on apporte une solution. On leur donne, si tu veux, cette tranquillité d'esprit de leur dire « Vos clips seront toujours là. » Ouais, trop cool. Quoi qu'il arrive, pour être bien consistant sur ces réseaux-là et augmenter votre reach. Alors, ce qui est marrant, c'est que le pitch que tu es en train de faire, c'est un pitch que moi, je peux faire en tant qu'agence, parce que du coup, moi, j'ai mon agence de contenu et on travaille avec différents types de profils, mais des fois, on travaille avec des CEO et des fois, on travaille avec des podcasters vidéo, justement. Et parmi ce qu'on leur propose, c'est justement ça, cette sélection de clips, ce retravail et la publication qui va avec pour eux. Et donc, en fait, on voit un peu cette différence.
Et il y a pas mal d'outils sur le marché qui proposent ça. Il y a pas mal d'agences, autant de ta concurrence ou de ma concurrence, qui se créent pour ce besoin. Donc c'est vrai que c'est un besoin qui est en train d'exploser. Et ce speech, de voir que quand il y a l'envie, c'est effectivement assez simple. Surtout, on se dit qu'on va écrire 3 notes à la fin d'avoir enregistré la vidéo pour savoir quels sont les moments qu'on va réutiliser, etc. Mais sur le long terme, on se rend compte que YouTube Short, c'est pas juste un petit one-shot qu'il faut faire de temps en temps, mais c'est vraiment juste toute une stratégie intégrée de format court. Et donc là, ça demande et de la qualité et surtout de la quantité quand même avec une très grosse consistance. Donc pouvoir automatiser ça ou déléguer ça, en fait, on répond à peu près au même problème avec ton outil ou mon agence. Donc c'est très drôle de te voir faire le pitch de l'extérieur que je peux faire aussi à des clients. Ce que je me demandais, c'est comment est-ce que vous arrivez à fidéliser les clients pour justement les faire rester sur votre service. Est-ce que c'est via l'historique, parce que du coup ils ont l'entièreté, et est-ce que ça s'améliore au fur et à mesure? Est-ce que vous avez un modèle spécifique par client, du coup plus vous uploadez, meilleurs seront le choix des clips des suivants, et du coup on a l'impression d'investir du temps dans la plateforme, ou est-ce que c'est avec des avancées technologiques de fou? Comment est-ce que vous positionnez là-dessus? Ouais, c'est exactement ça. Je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire, oui, plus tu utilises la plateforme, donc plus tu uploads de tes vidéos, plus le modèle va être pertinent sur tes vidéos à toi. Pour une bonne raison, c'est que en fait, nous, on te suggère des moments tu vois, qui sont globalement intéressants. Il se passe quelque chose, il y a de l'émotion, il y a du sentiment, etc. Enfin, je pourrais revenir sur les détails de comment on met en avant un moment plutôt qu'un autre. Mais une fois que tu as ce moment-là, c'est rare que ce soit bon du premier coup. Et donc, sur Clip, tu as un système d'ajustement qui est du text-based video editing, donc édition de la vidéo à partir du texte. Et en gros, tu vas pouvoir rajouter le petit morceau qui manque, enlever les A, les etc. Comme sur des outils un peu pionniers de ça, comme Descript. Ouais, d'accord. Et ça, en fait, dès que tu fais un ajustement par rapport à nos suggestions automatiques, nous, on a une boucle qui apprend de chacun de ces ajustements pour être plus performante. Parce que moi, par toute transparence, du coup, j'ai testé pas mal d'outils, j'ai regardé ce que sortaient certains des monteurs à partir de tel clip, et ce que sortait la plateforme Clip à partir du même format long, pour voir s'il y avait des patterns de reconnaissance, et j'ai vu que sur la quantité, parce que c'est aussi ça l'avantage, c'est que c'est assez facile de sortir 10 clips quand c'est une plateforme, alors qu'un monteur il va forcément prendre 10 fois plus de temps qu'un clip, quoi. Et donc pour l'instant, et c'est ce qu'on disait par message, et du coup on en discutait pas mal, et je voudrais qu'on continue cette discussion qu'on a eue sur LinkedIn, c'est qu'actuellement j'ai l'impression que le temps gagné par les plateformes ne dépasse pas le temps direct par les monteurs, pour une seule raison, c'est parce qu'il y a besoin d'autant de temps de quality assurance que de temps gagné par la plateforme. C'est-à-dire que si tu vas me choisir 10 clips, peut-être que je vais gagner une demi-heure en sélection, et je vais peut-être devoir passer une demi-heure en vérification, alors que peut-être qu'en 1 heure, j'aurais pu sortir 10 clips tout seul. Et du coup, dans cet espace-là, et je trouve que c'est vraiment voué à changer, et déjà par rapport à il y a 3 mois, c'est en train de beaucoup évoluer. Mais c'est vrai que c'est un positionnement où je pense que c'est pas forcément spécifique à ta plateforme, mais forcément général à l'IA. C'est qu'actuellement, ce qui est généré par IA demande autant de quality assurance que le temps que ça a fait gagner à la génération, quoi. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire d'ailleurs, ton podcast, il s'appelle Almost Human. et ouais, je pense qu'on est à un stade de l'IA dans notre domaine, mais dans, je pense, tous les domaines où tu as besoin de cette... tu vois, c'est un peu comment ils appellent ça déjà? C'est de l'IA assistée par l'homme, ou l'inverse. Oui, c'est ça. C'est des trucs d'aide à la décision, etc., pour te permettre de faire le gros du travail. Mais il y aura toujours et moi, je pense que dans notre cas à nous, il y aura toujours pour certains créateurs, tu vois, qui ont leur patte artistique, leur ligne éditoriale à respecter, etc. Il y aura toujours, même avec une IA tu vois, très très puissante, l'envie de l'homme de mettre ça. Ça, c'est certain. Je pense que c'est impossible de tout remplacer, mais c'est vrai que le moment où tout ce qui est exécutif pourrait être remplacé à 100% les yeux fermés, full confiance, il approche rapidement quand même, et ça va être incroyable. Alors ouais, nous c'est ce qu'on vend aussi là-dessus, c'est de te dire,
mets ta patte artistique, etc. Donne un cadre au modèle dans lequel tu veux qu'il te recommande des clips. Mais nous, notre IA va te sortir des clips auxquels toi, tu n'aurais pas pensé et qui vont être hyper performants sur les réseaux sociaux parce que notre IA a scanné les réseaux sociaux et qu'on sait ce qui va marcher d'une manière assez scientifique qui n'est pas forcément, tu vois, à contrebalancer par rapport à ta ligne éditoriale, mais au sein de ta ligne éditoriale, on va te recommander ce qui a le plus de chances d'être viral. Et du coup, je rebondis là-dessus. Tu dis notre IA, du coup, vous avez 2 modèles, peut-être un modèle qui va sélectionner les clips et un modèle qui va comprendre ce qui est viral pour essayer de faire le mix des deux. Comment ça fonctionne? Vous avez ça en interne? Ouais, alors moi je vais te donner comment je le présente. C'est d'accord. Il faudra que tu invites mon associé sur le podcast pour qu'elle te raconte tous les détails ultra techniques. Avec plaisir. Qu'on utilise, etc. Mais nous, ça fonctionne un peu. Je t'ai déjà parlé de la première boucle où en fait, c'est en fonction du comportement de l'utilisateur sur la plateforme, de quel clip il choisit, de quel clip il ajuste, etc. On va récupérer cette donnée-là, on va améliorer le modèle. Mais nous, à la base, le modèle, c'est basé sur l'analyse du texte et l'analyse de l'audio. Donc il y a déjà 2 modèles là-dessus. Et ça va marcher que sur des vidéos qui sont conversationnelles. Donc il faut qu'il y ait une conversation. Et nous, en fait, notre modèle, il marche aussi bien sur de la vidéo que de l'audio. Et il extrait les moments les plus intenses, les plus émotionnels d'une conversation. C'est pour ça que ça marche aussi bien sur le... Ok, donc il y a une espèce de curseur émotionnel qui est rajouté dans les paramètres de sélection. C'est ça, ouais. Après, c'est analyse de sentiments sur le texte. Donc là, c'est vraiment en fonction du choix des mots. Donc là, on passera le podcast à la fin sur clip. Mais si je commence à dire c'est vraiment incroyable, c'est un moment très, 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 très important qu'on est en train de vivre. Ah oui, d'accord. Donc là, on est sûr que ça sera dedans. C'est super. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, je dis une bêtise, mais avoir un mot-clé? Je sais que sur certaines plateformes de republication, quand on écrit une description, on met certains hashtags et ça permet de déclencher des automatismes. Est-ce que par exemple, si là je dis le mot tartiflette, est-ce que je pourrais demander à Clip qu'à chaque fois qu'il y a le mot tartiflette, ça aille chercher un clip? Techniquement, c'est possible. Ouais, tu fais ça marche à peu près comme ça, mais avec un niveau de sentiment sur un vocabulaire que vous avez défini comme impactant. Ok, alors, trop cool. Là, ce serait une sorte de contrôle F de ta vidéo. Donc nous, on te permet de rajouter ça, mais bon, c'est pas obligatoire, quoi. Mais si tu veux sortir, parce que tu te rappelles qu'à un moment, tu as parlé de tartiflette et que c'était un moment incroyable. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que même je peux aller rechercher, comme dans des scripts, en fait, faire le contrôle F et rechercher le moment. Ok, d'accord. Exactement. Trop cool. Et si tu veux, je peux finir sur comment le modèle fonctionne, mais du coup, il y a toute une partie sur le texte comme ça. Donc en plus du sentiment, tu as des champs lexicaux de mots. Genre, est-ce que tu exprimes une opinion? Est-ce que tu donnes un conseil? Est-ce que tu es en train de résumer une idée? Donc ça, on a un système de règles qui va mettre plus en avant ce type de moment-là. Et on a la même chose sur l'audio. Donc on va regarder la variation du volume, l'émotion dans la voix, etc. Ça, c'est encore au début, mais on a commencé à intégrer les premiers modèles qui permettent de faire ça. Et vous utilisez Whisper pour ça? Je ne veux pas dire de... Oui, d'accord. C'est avec OpenAI, j'imagine, que vous travaillez les modèles. Alors, on utilise un peu OpenAI, mais on a commencé Clip avant que ça soit très connu. Et du coup, on s'est plus posé la question de posteriori, comment améliorer nos modèles avec ce qui est en train de sortir. D'accord. Si tu veux, nous, c'est vraiment une imbrication de plein de modèles off-the-shelf, donc pré-entraînés, basés sur des règles de qu'est-ce qu'un moment engageant. Donc on a testé avec des bêta-users pendant des mois et des mois et des mois, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'assez pertinent pour que les gens l'utilisent. Mais nous, ensuite, le but, c'est d'améliorer ces règles en fonction de la réalité. Donc c'est la première boucle dont je t'ai parlé en fonction du comportement de l'utilisateur sur la plateforme. Donc ça, c'est déjà live, mais on peut aller encore plus loin là-dessus. Et nous, la vision, et quand tu me posais la question de comment on fidélise, comment on crée de la défensibilité, c'est là, on est déjà connecté à YouTube Shorts et à TikTok pour mesurer la performance des clips partagés par nos utilisateurs sur les réseaux sociaux. Et le but, c'est qu'on te recommande plus tard les clips qui ressemblent à ceux qui ont le mieux performé sur tes réseaux sociaux. D'accord, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc full stack, c'est pas juste on te file ton MP4 et basta, quoi. Ouais, c'est ok, ça. d'accord. Le but, c'est que ce soit hyper connecté parce que avant de te recommander les clips les plus viraux, c'est surtout de la productivité. Productivité, tu l'utilises plus, du coup on récupère plus de data, du coup on est de plus en plus pertinent pour toi et en même temps on crée de la défensibilité pour nous. D'accord, ok. Mais ça c'est un peu une stratégie qu'on voit dans beaucoup de SaaS aujourd'hui. Et comment est-ce que vous faites pour
avoir cette bonne balance, parce que tu dis que vous commenciez à travailler dessus avec les IA, etc., avant que ce soit tendance, mais comment vous faites pour avoir cette bonne balance de se dire, cette techno, elle est un avantage marketing, comme tu le disais au début, et un avantage technologique, et il faudrait qu'on l'intègre, et ça, c'est juste une licorne qui brille très fort, mais on va peut-être pas sauter tout de suite sur ce bateau-là, parce que ça, c'est quand même tout un espèce de jugement à avoir en permanence, surtout au rythme auquel les choses sortent aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est clair, c'est pas facile de faire le tri. Nous, on est sceptique par défaut là-dessus. Enfin, D'accord. moi, de mon point de vue business, je vais m'exciter sur la techno, je vais la pousser à fond, je vais leur dire il faut absolument qu'on fasse ça. Enfin, je vais pousser le truc. Et ensuite, je pense que Pamela et Georgia et Benjamin, qui sont sur la partie data chez nous, ensuite ils font le tri, ils testent, et c'est énormément de QA aussi, parce qu'on pense à la QA que font les utilisateurs dont on parlait avant, mais à chaque fois que tu passes une amélioration de ton modèle, il y a énormément de QA qui est fait derrière pour être sûr qu'on n'a pas juste théorisé un truc intéressant, mais que ça marche concrètement et que ça apporte de la valeur sur aussi, parce qu'on va l'utiliser sur un certain type de contenu, par exemple le vidéo podcast, et on va se rendre compte que ça marche très bien pour le vidéo podcast, mais pas bien sur de la vidéo plus éditée, par exemple. Donc à chaque fois que tu rajoutes quelque chose, ça complexifie aussi. Donc ouais, c'est un gros challenge, et c'est le boulot de l'équipe data chez nous d'arriver à bien cadrer ça et à intégrer ce qu'il y a de mieux, mais ce qui est pertinent pour notre use case spécifique, sans, comme tu dis, genre sauter sur la licorne qui brille trop, mais qui Ouais, en fait, d'accord. va foutre la merde dans ton... Et du coup, j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous faites pour recruter des talents compétents dans l'IA, dans cette grande bataille de toutes les sociétés, parce que du coup, tu n'es pas forcément qu'en concurrence avec les Français, tu dois être en concurrence avec toutes les SaaS IA, même américaines, ou d'autres pays qui viennent chercher les meilleurs talents sur l'IA en non-stop. Donc comment est-ce que vous faites pour recruter ces personnes-là ? Ouais, c'est clairement un énorme défi. Nous, dans notre équipe fondatrice, on avait la chance d'avoir Pamela qui, elle, avait déjà PhD en IA très spécifique là-dessus. Donc, je pense que pour le recrutement, ça aide à la fois pour le développement et ça aide aussi pour le recrutement. Oui, il y a un peu cette crédibilité et pas juste vous êtes quelqu'un qui prend la tendance, quoi. C'est ça. Okay. Et du coup, ça a été important. Et ensuite, je pense que Georgia et Benjamin sont tous les deux des PhD. Et on a la chance en France d'avoir des écoles de très haut niveau sur ces sujets-là, et des doctorants qui vont très loin et qui, je trouve, sont de plus en plus aussi intéressés par des enjeux business et les applications. Et du coup, nous, c'est là qu'on est allé chercher en essayant de se poser, d'aller contacter des PhD, des jeunes docteurs, en fait. Ça marche. Et de les ramener dans la boîte, ça a bien marché. En plus, Pamela a fait un PhD aussi, donc ils parlent la même langue. Ouais, d'accord. Voilà un peu la strat, en tout cas, là-dessus qu'on a. Ça marche. Et du coup, si on sort un petit peu de clip et qu'on va un peu plus dans l'IA en général, en tant qu'entreprise qui travaille sur l'IA ou non, comment est-ce que vous servez de l'IA au quotidien ? Est-ce que vous utilisez ChatGPT comme tout le monde ? Est-ce que vous avez fait vos modèles en interne ? Est-ce que vous, en ayant les mains dedans, peut-être que vous avez la capacité d'aller plus loin que les autres ? Comment ça se passe ? En vrai, je pense que pas vraiment. C'est un peu la honte. Mais tu vois, au-delà d'essayer de l'intégrer dans notre produit, au jour le jour, on a un freelance qui bosse avec nous sur la partie SEO. Et là-dessus, il utilise du chat GPT pour générer des articles, donc SEO friendly pour notre blog. Je pense que c'est le principal use case d'IA qu'on a maintenant. Sur la partie, en revanche, plus reach out, etc., où on pourrait tester ChatGPT sur de la rédaction d'email, etc., pour l'instant, on l'a pas trop mis en place. Okay. Parce que je pense que je suis à un stade où j'aime bien que ce soit super personnalisé, donc je contacte les gens à la main, et j'ai du mal à déléguer à l'IA là-dessus encore. D'accord. c'est quand même super ironique en tant que CEO / fondateur d'une boîte dans l'IA de pas déléguer. Ouais, mais ça veut dire que toi, tu es encore au stade où la quality assurance te prend plus de temps que ce que ça génère à l'IA. Donc c'est drôle. C'est surtout que je pense que comme je scale pas encore le
process de mes emails outbound. J'ai pas besoin d'avoir la productivité que va créer l'IA. C'est comme si quelqu'un voulait partager que je sais pas, un clip par semaine sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il n'a aucun intérêt à utiliser. Ouais, je vois très bien. Du coup, voilà. Mais on pourrait croire le préjugé que si tu travailles dans l'IA, tout va être fait par l'IA chez toi, tu vois, genre de ton SMS à ta mère jusqu'au dernier mail pour les facturations. Quoi, tu vois. Ouais, non, c'est surprenant, mais c'est vrai que et d'ailleurs j'encourage dans la manière dont je parle aux gens de clips et dont je vais chercher des clients, j'insiste vraiment sur le problème avant d'insister sur la technologie. Et c'est vrai que tant que j'aurai pas de problème que je ressens, par exemple sur ma rédaction d'email, mais il pourrait y avoir plein d'autres choses, je vais pas me poser la question de comment je vais utiliser l'IA pour répondre à ça. Ouais, j'essaie d'avoir cette rigueur-là parce que sinon, je pourrais passer mon temps à essayer d'optimiser, de faire ces choses-là, etc. Donc, voilà. Ouais, tu voulais qu'on continue la discussion qu'on a eue sur LinkedIn à propos de où va la création vidéo assistée par IA. Est-ce que tu avais des questions spécifiques ou des choses que tu voulais qu'on aborde? Non, ouais, j'avais rien de. Non. D'ailleurs, on en était à se dire qu'aujourd'hui, tu vois, je pense que ça reprend un peu aussi ce qu'on avait dit avant, tu vois, mais le fait de dire aujourd'hui, on a quelques concurrents sur le marché qui font des choses assez similaires. Moi, je pense surtout deux. Et du coup, la manière dont on se compare aujourd'hui, t'as dit, genre, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes, je sais plus, t'as dit genre 6. Ouais, je crois, j'avoue que j'ai pas forcément été trop gentil, mais moi, en tant que monteur vidéo, j'ai dit pour l'instant, je crois que la moyenne, enfin le meilleur du marché doit être à 6 sur 10 pour moi aujourd'hui. Et du coup, ça voulait pas dire que tout le monde était nul, mais ça voulait dire que pour l'instant, moi, j'avais pas d'intérêt à aller chercher ailleurs. Parce que ne serait-ce qu'une chose, et c'est ça que je trouve vraiment dommage, c'est que il n'y a personne qui va chercher là où les gens travaillent. C'est-à-dire que si vous allez chercher les monteurs vidéo, par exemple, mais ce serait genre tellement plus simple d'avoir genre un plugin sur Premiere qui ferait le même travail et d'avoir un plugin Premiere Pro, mais tous les jours je l'achète. Tu vois, par exemple. Mais d'ailleurs, tu as un plugin, tu m'avais parlé d'un plugin non, qui ne fait pas exactement ça, mais qui t'aide sur quoi déjà ? Alors là, on en a parlé dans le dernier épisode avec Explore 3.14. C'est un plugin qui s'appelle Autopod et qui permet, on lui donne la synchro des 3 caméras qui sont là, et une fois que c'est synchro, et lui, en fonction du volume sonore, il va cut de l'un vers l'autre, toc, 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 genre l'entièreté. Et ensuite, on peut juste lui dire in, out, et il va retravailler le clip qui est en format horizontal, et il va le retravailler en format vertical. Et donc, ça permet d'être directement dans Premiere, parce que moi, j'ai mes templates, j'ai tout ce qui est visuel, mais j'avoue que le choix du clip, il faut quand même que je fasse play en vitesse x2 sur ma timeline pour venir avec un carnet noter 3 ou 4 timecodes qui m'intéressent. Et c'est dommage, parce que c'est des vidéos en 4K, donc ça pèse, je sais pas, genre 50-60 gigas là. Ça veut dire qu'il faut que je fasse tout le montage, que j'exporte, il y en a pour 1h30, que je l'envoie sur une plateforme pour pouvoir recevoir les timecodes. Mais vu que moi je fais du montage, je ne vais pas utiliser l'entièreté de la plateforme, je vais juste utiliser la plateforme pour la sélection et je vais retourner sur Premiere, faire mon propre découpage. J'avoue que ça c'est un peu dommage de ne pas pouvoir segmenter. Parce que j'ai vraiment besoin, c'est quelqu'un qui m'envoie un timecode, quoi. Et un timecode, ou alors qui vient dans ma timeline Premiere et qui me met des marques et qui me dit de là à là, il y a un super clip. Ouais. Et ça, j'avoue que ce serait un vrai game changer que je payerais instantanément. Ouais, c'est du coup, tu vois, dans nos itérations avec les clients, etc., il y en a beaucoup qui ont mentionné ça comme quelque chose d'intéressant, surtout ceux qui éditent déjà beaucoup leur contenu. Parce que du coup, tu passes du temps sur Adobe, t'es chez toi là-bas, tu maîtrises bien le logiciel, donc tu vois bien le petit plugin qui ne va pas changer tes habitudes, mais qui va te faire gagner encore plus en productivité. Seulement, nous, on a décidé, dans la vision dont on a déjà un peu parlé, tu vois, il y a construire un peu cet écosystème où on récupère d'un réseau social et on le rebalance sur l'autre et on mesure la performance et en fait, on tient un peu toute la donnée et c'est ce qui nous permet d'être plus performants. Alors que si on part juste sur un plugin, on va laisser... Ah, mais je comprends le fait de ne pas avoir que un plugin,
Mais même si, par exemple, je pouvais dans Première exporter et pouvoir ensuite le relinker sur la plateforme, tu vois, pour pouvoir utiliser. Disons que toi ou les autres concurrents, vous avez 4 utilisations. Ça va être la récupération, la sélection des clips, le traitement visuel et ensuite l'analyse. Ok. Mais moi, j'aimerais bien juste la sélection des clips et l'analyse. Est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas un moyen pour pouvoir avoir un plugin pour la sélection et ensuite, sur la plateforme, j'envoie juste l'URL où je connecte mon TikTok ou mon YouTube et tu récupères tout ce qui est short et vous faites l'analyse directement sans avoir à utiliser ces 2 outils-là qui, moi, me servent pas en tant que monteur. Mais après, je pense que ça te dirige tout de suite vers une autre cible et ça doit être un des gros challenges, c'est de garder le hyper focus sur votre usage qui, moi, me semble un petit peu plus directement destiné pour les créateurs et pas pour les gens qui font de la production ou les créatifs qui travaillent avec les assets de base. Ouais, oui, exactement, il faut choisir. Et puis, nous, on a décidé de construire, tu vois, ce workflow qui garde toute la donnée du début à la fin. Parce que si tu pars sur des plugins et tu essaies de récupérer la data en output depuis quelque chose qui est partagé depuis Adobe, mais en fait, tu ne contrôles plus comment c'est partagé, donc tu peux plus vraiment retrouver exactement le clip d'origine, parce qu'il a d'ailleurs été ajusté et habillé sur Adobe. Donc en fait, tu ne sais pas quel type de sous-titre a été mis, tu sais, il y a beaucoup de choses Ah que oui, tu d'accord, maîtrises. c'est-à-dire que dans votre analyse, vous avez l'entièreté, je vais dire de la typo à la couleur de la typo jusque C'est ça. l'animation. Okay. Et du coup, il y a eu dans ce choix-là, tu vois, de développement produit entre ces 2 alternatives, il y a eu le côté confirmé qu'il y a un marché des 2 côtés. Moi, je pense qu'il y a aussi un marché sur ce que tu décris avec Adobe, et je pense qu'on pourra se positionner dessus. Et d'ailleurs, un de nos plus gros clients, c'est Brut, et eux, ils nous utilisent d'une manière détournée parce qu'ils sont tellement exigeants au niveau de l'édition du clip qu'ils vont vouloir le faire sur Adobe quoi qu'il arrive. Donc en fait, ils nous utilisent uniquement pour la partie. Alors je ne sais plus exactement les termes que tu as utilisés pour détailler le workflow, mais juste pour l'identification des clips. Ensuite, ils les téléchargent et eux, le plugin qu'ils ont en tête, et pour le coup, ça, on a dans la roadmap de le développer, c'est un plugin aussi simple que juste le clip qu'on a repéré, on t'envoie tu récupères les timecodes sur clip et tu les marques sur Adobe et ça fait juste un petit lien super rapide. Bon, nous, derrière, on perd la donnée, mais on fait un workflow plus adapté aux demandes de nos clients. En vrai, grave intéressé. Hein. Je dirais. Mais ouais, quand ça sort, je serai le premier à le télécharger. Et toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu penses désolé, on change totalement de sujet, mais en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu penses du développement d'une entreprise dans l'IA ? Est-ce que, je ne sais pas si le parallèle est forcément approprié, mais est-ce que ce ne serait pas un peu une tendance comme le développement d'une entreprise dans le métaverse, le développement d'une entreprise dans les NFT, dans les cryptos ? Est-ce que c'est une tendance ou est-ce que c'est une vraie révolution selon toi ? Alors je sais que c'est un peu clivant, mais si tu as un avis là-dessus, ça peut aider certaines personnes qui se lancent. Hier, j'étais en call avec une personne qui regardait les épisodes d'avant et qui me disait qu'elle voulait lancer son SaaS dans l'IA parce qu'elle était convaincue que c'était pas comme les NFT et que c'était une vraie révolution. Alors du coup, est-ce que toi, tu as un positionnement là-dessus ? Ouais, je pense qu'on en a un petit peu parlé aussi au début, et je pense que c'est super clé quand tu te lances sur un projet entrepreneurial, indépendamment de la technologie, c'est d'abord de se poser la question du problème auquel tu réponds et de poser la question de est-ce que tu es amoureux de ce problème-là, est-ce que tu es amoureux de ce problème-là et est-ce que c'est un vrai problème que tu as confirmé avec des utilisateurs qui sont prêts à payer pour ça, parce que c'est ce qui va être le cœur de ton business beaucoup plus que la technologie que tu utilises. Je pense qu'il faut voir la technologie comme un moyen. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des problèmes je sais pas, de toujours qu'on n'aurait pas pu résoudre sans cette technologie-là. Et c'est super intéressant de faire l'exercice de se dire ok, moi j'ai eu ce problème-là dans un job précédent. À l'époque, j'avais aucun moyen d'y répondre. Mais maintenant, il y a des technologies qui arrivent à un niveau de maturité qui me permettent d'y apporter une solution innovante sur le marché. Je pense que c'est comme ça que les bonnes boîtes sont créées et que c'est un raisonnement qui est totalement valable. Donc je pense c'est un vrai positionnement qui est. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi que l'outil doit rester l'outil et pas la fin. C'est-à-dire que juste dire on a fait une boîte Web3, moi j'ai toujours trouvé ça un peu bullshit.
même si je crois très fort en les cryptos, les NFT, etc. Et je trouve effectivement que ce sont des révolutions technologiques, mais qui sont peut-être un peu trop tôt, qui n'ont pas trouvé leur marché, et c'est pour ça qu'il y a autant de fluctuations. Mais les gens qui disent je fais une boîte dans l'IA, je trouve ça très dommage. Moi, je leur dis, mais c'est quoi le problème en fait de base qui est en train d'être résolu? Et c'est vrai que de manière générale dans l'entrepreneuriat, il faut être passionné du problème qu'on résout, parce que là, aujourd'hui, c'est l'IA, mais il y a 5 mois, ChatGPT n'existait pas. Dans 10 ans, est-ce que tu seras toujours passionné du problème, ou est-ce que juste tu garderas toujours l'étiquette IA parce que c'est ça quand tu l'as lancé, et est-ce qu'il n'y aura pas une nouvelle meilleure techno qui aura déjà tout remplacé? C'est vrai que moi, c'est un positionnement que je partage aussi. Ouais, bah, c'est le risque, je pense, quand tu te lances sur une tendance. Et je pense que c'est pour ça qu'on parle de tendance et de bulles souvent sur ces technos qui font beaucoup, beaucoup de bruit. C'est que du coup, ça amène certains entrepreneurs à plus se passionner pour la solution que le problème, et du coup à créer des choses qui ne trouvent pas leur marché. Mais au contraire, si on trouve un problème auquel cette technologie apporte une solution originale, je pense qu'on tient... Là, ça y est. Là, il y a un vrai crochet. Là. Ouais. Ouais, je vois. Tu parlais tout à l'heure de votre roadmap. Alors, peut-être pas, je ne vais pas te poser la question sur la vôtre spécifiquement, sauf si tu veux la partager. Mais à quoi ça ressemble une roadmap d'une boîte qui est sur une techno toute jeune? Vous avez une roadmap sur 10 ans, vous avez une roadmap sur 5 ans, ou est-ce que ce sera l'IA de sélection de clips vidéo dans 5 ans ou dans 10 ans, ou est-ce que ce sera une boîte dans l'IA comme ça? Alors, je vais te raconter ce que nous on fait, et très humblement, parce que je pense que quand tu es dans une startup, ta roadmap, tu cours toujours après. Et puis, nous, ce sur quoi on essaye d'être le plus carré possible, c'est d'abord... Qu'est-ce qui vous met des paillettes dans les yeux là, pour genre, tu me dis, ouais, dans 5 ans, la boîte, elle fera... C'est ça, ouais, c'est la vision. Je pense que c'est super important d'avoir une vision à long terme qui est là pour motiver, pour vendre, mais aussi pour guider tous les efforts de la boîte. Pour nous, la vision, c'est de permettre à tous les créatifs de se concentrer sur leur création originale. Et nous, on a créé la technologie qui maximise l'engagement, que va avoir ce contenu sur n'importe quelle plateforme sociale. Donc dire aux créatifs, concentrez-vous sur la partie artistique de votre job, ce que vous aimez faire, et nous, tout le reste, toute la post-prod, la découpe, le dérush, etc., on va s'en occuper, et on va créer les meilleures variations de vos contenus pour aller chercher les audiences que vous n'auriez jamais pu aller voir avant. Et un des autres trucs qui nous motive, c'est de se dire, aujourd'hui, il n'y a que des gros médias ou des très gros créateurs qui peuvent investir assez pour avoir plein de monteurs sur Adobe qui font tout ça pour eux. Nous, le but aussi, c'est de faire un outil que n'importe quel créatif peut utiliser pour un prix qui est raisonnable par mois, pour aller répandre ses idées sur les réseaux sociaux et faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et participer au débat d'idées qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment, et qui nous définit un peu en tant qu'espèce, parce que finalement, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ce dont on va parler avec nos potes, avec notre famille, etc. C'est comme ça qu'on se forge nos opinions, c'est comme ça qu'on vote à la fin. Donc je trouve qu'il y a énormément d'enjeux, c'est un enjeu hyper excitant. Et du coup, j'ai un peu dévié de la roadmap, mais non, mais c'est vraiment ça. Mais ça, c'est la vision. C'est ce que je te demandais, genre à 10 ans, en gros, avoir aussi, si je résume en 2 choses, c'est rendre accessible et laisser les gens travailler là où ils ont le plus de valeur ajoutée. Ouais. En gros. Mais ça je trouve ça cool, parce que pour avoir discuté avec pas mal d'outils, avec mon humble communauté sur TikTok, je dois avoir genre 20 000 abonnés, ce qui n'est pas énorme pour cette plateforme, mais je reçois genre une proposition de partenariat avec des outils non-stop. Donc j'ai beaucoup de propositions de tests et de calls avec des fondateurs. Et je trouve ça cool. Je ne discute qu'avec les gens avec qui il y a un fit. Et c'est très souvent cette même vision d'un 5 ans, c'est de leur dire, peu importe dans quelle industrie ils travaillent, que ce soit genre le résumé de réunion, la lecture de PDF, peu importe quel outil il y a, c'est de dire, mais gardez votre temps là où vous avez le plus de valeur ajoutée. Peu importe le domaine où c'est en train de faire économiser du temps aux gens. Et je trouve que ça, c'est un vrai usage de l'IA en tant qu'outil et pas en tant que fin. Parce que les gens, ils disent, on va pouvoir enfin débarrasser l'espèce humaine de toutes ces tâches chiantes avec une valeur ajoutée faible pour pouvoir être encore plus productif, mais aussi heureux et créatif. Parce que ça, c'est l'avantage de pouvoir dégager autant de tâches inutiles et rébarbatives. C'est soit on reste au même niveau de productivité, mais on est genre 10 fois plus heureux,
soit on augmente un peu la productivité, on est aussi un peu plus heureux. Donc, genre, ça, c'est un bon ratio à avoir, quoi. Ouais, j'aime bien comment tâche chiante pour moi, c'est le mot-clé à retenir parce que je pense que pour trouver un bon problème, il faut trouver ce que les gens n'ont pas envie de faire. Et de la partie artistique d'un job, en général, les gens aiment bien ça. Donc je pense que ce serait une mauvaise idée de se dire je vais créer le contenu. Je vais remplacer, je vais proposer à un photographe de ne plus prendre de photos. Je vais proposer à un photographe de pouvoir analyser ses photos pour pouvoir lui permettre de les retrouver dans sa banque de 20 Tera où sont telle et telle photo à partir de 3 mots-clés. Ok, ça cool. Mais par contre, tiens, je vais prendre un photographe, je vais dire utilise Midjourney plutôt que de prendre des photos. Là, je pense que tu te prends 3 baffes. Ouais, c'est exactement ça. Mais ça peut être tentant parfois parce que même pour toi qui développe ta solution, tu as envie de faire le truc cool. Tu n'as pas forcément envie de découper la vidéo en petits morceaux. Tu as peut-être envie de créer la vidéo d'origine artistique, etc. Sauf qu'en fait, je parle aussi pour répondre sur la démarche entrepreneuriale, etc. Je pense que quoi qu'il arrive, tu as peut-être une hypothèse d'un problème, tu as peut-être eu des expériences professionnelles qui font que tu as déjà expérimenté ce problème, donc tu as peut-être une intuition qui est un peu fournie, quoi. Mais quoi qu'il arrive, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord aller parler à des clients potentiels et voir comment ils réagissent, sans leur pitcher ton idée au début, pour voir quels sont leurs vrais problèmes. Et là, je trouve que c'est important d'avoir l'oreille bien ouverte sur les tâches chiantes dont tu parlais avant, le moment où la personne en face te dit « Ouais, mais ça... » Et là, en général, c'est là que tu tiens vraiment quelque chose, quoi. Pour rebondir avec ça, avec Lou, on a téléchargé un logiciel, sans faire de pub, mais je trouve qu'il est exceptionnel, qui s'appelle Rise. Et en fait, tu l'installes sur ton PC et je l'ai même installé sur ma tour, sur mon autre PC, sur mon PC portable, etc. Et ça traque toute l'activité. Et ensuite, tu peux catégoriser, par exemple, que telle URL de tel site, ça c'est de la facturation, telle URL c'est du scroll sur les réseaux sociaux. Et ça te permet de voir réellement le nombre d'heures effectives à la minute près sur ton PC et comment c'est catégorisé. Et ensuite, ça te renvoie un report journalier, hebdomadaire, mensuel de ce que tu as fait. Et quand j'ai vu ça à la fin d'une semaine où j'ai pas mal taffé, genre une 60aine d'heures effectives, hein. Donc ça veut dire que même quand tu es en train, tu te poses comme ça pour réfléchir 3 minutes, c'est pas effectif, c'est vraiment genre en train de bouger la souris et tout. Donc 60 heures effectives, je t'ai explosé. Et j'ai vu que j'avais genre une 20aine d'heures en administratif, en tâches chiantes justement, et j'ai regardé tous les outils pour pouvoir déléguer, trouver des assistants virtuels ou trouver des outils d'IA. J'ai mis en place des procédures standards sur Notion ou ChatGPT, j'ai trouvé des prompts pour pouvoir gagner du temps sur tous ces trucs-là, parce que je me suis fait peur moi-même à me dire, toute cette semaine, elle aurait pu être genre un tiers plus agréable à vivre si j'avais des outils à 20 balles par mois en plus, quoi. T'as raison, parce que je te parlais au début en disant moi, tant que j'ai pas de problème, je vais pas chercher une solution. Mais faut d'abord savoir si tu as un problème, quoi. Ouais. Je trouve ça pas mal de d'abord se diagnostiquer, comprendre là où tu perds du temps, et ensuite aller chercher des solutions pour répondre à ça. Je trouve que c'est une bonne démarche. Ça fait peur. J'irai tester. Ça fait peur. Je crois qu'il y avait Léo Duff, c'est un créateur sur YouTube, qui parlait aussi d'une autre solution qui est, tu lui files tous les accès, c'est-à-dire que là, du coup, ça va te parler du nombre de clics, le nombre de fois que tu as touché ton clavier, le nombre de touches, le nombre de... Enfin, c'est hallucinant, ça donne vraiment l'entièreté et ça fait ensuite sur toute la journée, ça fait un record de ton écran, de l'audio, etc. Et ça te permet de stacker toutes ces données et ensuite de pouvoir venir rechercher. En fait, c'est une espèce de mémoire externalisée. Ça, c'est un autre niveau. Je n'y suis pas encore allé, mais j'avoue que j'aimerais bien tester. C'est-à-dire que tu pourrais lui demander qu'est-ce que j'ai dit à machine dans tel rendez-vous, et il te ressort la citation que tu avais fait. Qu'est-ce qui s'était passé dans tel mail, je me souviens plus, j'étais allé sur telle URL après avoir regardé la vidéo hier à midi, et ça te permet de retrouver vraiment l'entièreté de ta vie, de tout ce qui s'est passé sur tes plateformes. Et ça, c'est vrai que c'est du diagnostic poussé. Et il y en a qui vont te dire que du coup, c'est vraiment de la surveillance. Mais moi, j'ai toujours cette phrase qui me dit que je préfère être surveillé par Apple, qui me fait une promotion de 30% sur les MacBooks, que d'être surveillé par genre des grosses institutions. Et de manière autodiagnostique,
d'avoir ces datas-là, même si on fait pas ça genre, sur l'entièreté de la vie, mais juste sur une semaine ou un mois, ça fait une grosse claque. Et ensuite, on prend des décisions qui vont genre, changer radicalement notre manière de travailler, d'être plus heureux, d'être plus focus au travail, quoi. Ouais, j'adore l'idée. Je pense que ça se joue beaucoup dans la pertinence et à quel point le diagnostic qu'ils font derrière est actionnable. Parce que en fait, là, tu te dis, il y a tellement de data qui est récupérée. Tu vois, le côté query derrière, le use case de je vais faire une requête pour voir ce que j'ai fait à ce moment-là, etc., avec un mot-clé, etc. Si les données sont suffisamment labellisées par l'outil, ça peut le faire. Mais aussi la manière dont, justement, à la fin du mois, tu vois, ils diagnostiquent le truc en te disant c'est là que tu as perdu du temps, voilà les 3 logiciels qui pourraient t'aider à t'améliorer. Enfin, je pense qu'il y a un côté marketplace qui pourrait développer derrière aussi qui est super intéressant. Ça permet peut-être aussi de rendre l'outil gratuit, tu vois, pour trouver leur business model là-dessus. Enfin, Carrément. J'aime bien ces outils-là et ça me fait penser à des outils qui, au moment où on s'est lancé sur Clip, avaient déjà tu vois, lancé leur go-to-market, etc. Mojo, c'est qui font qui scannent tous tes call sales et qui te donnent des insights. D'accord. Et ils ont un compétiteur aux US qui s'appelle bref, j'ai oublié, mais qui fait un peu ce même effort de je scanne tous tes calls. Tu vois, au-delà de tout scanner ce que tu décrivais, je trouve que la première phase de ça a été je scanne tous tes call sales et je vais te montrer à quel moment tu fais la découverte, la vente, etc. Et je vais te donner des conseils actionnables sur comment t'améliorer. Et en fait, ils en ont fait un outil de training à partir de training sales. Dingue. C'était le problème auquel ils ont fini par répondre. Et je trouve que, ouais, au-delà du truc très large, je trouve qu'en ciblant vraiment des use cases super spécifiques, tu vas pouvoir... et je crois que c'est une belle boîte d'ailleurs qui marche pas mal sur du coup un problème de formation sales en utilisant l'IA, quoi. Et du coup, je vais finir sur ma dernière question. C'est, en tant que boîte qui travaille dans l'IA, vous avez peut-être un avis et une réponse claire là-dessus. C'est, on voit toujours des modèles de plus en plus gros, de plus en plus larges, qui vont aller justement travailler sur l'entièreté de ta vie ou l'entièreté de tout ce que vous pouvez faire dans votre business. Est-ce que c'est quoi le bon ratio entre un modèle très spécifique pour les vidéos courtes sur les réseaux sociaux et un modèle très large, un analyseur de vidéos? Où est-ce que se place le curseur? Est-ce qu'il y a forcément des résultats qui sont genre 10 fois meilleurs sur les modèles spécifiques que sur les modèles larges? Comment est-ce que toi tu vois ça? Moi, je pense que être spécifique, c'est la manière dont des startups peuvent arriver à... Pardon. C'est la manière dont des startups peuvent arriver à rentrer en compétition avec des très gros acteurs qui ont beaucoup plus de données, qui ont beaucoup plus de moyens, qui vont en général attaquer justement les gros problèmes, les trucs de manière très large, etc., en essayant d'aller chercher le gros morceau, typiquement ChatGPT. Je pense que ouais, en lançant une startup, c'est compliqué d'aller frontalement face à ces très gros sujets, ces très gros problèmes où il y a énormément de données, où ça coûte une fortune d'aller entraîner ces algos, etc. Donc ouais, je trouve qu'il y a plus de place, en tout cas pour prendre le point de vue startup, de prendre un problème très spécifique, réutiliser les technos d'ailleurs qui sont en général open sourcés par ces acteurs-là, les appliquer à son cas d'usage, les fine-tuner, etc., imbriquer plusieurs modèles les uns avec les autres. Je trouve que c'est une bonne manière d'utiliser la même technologie, mais d'aller se démarquer pour faire un service qui va, sur un use case particulier, être plus pertinent que les gros modèles génériques. Parce que moi, ce que je parle en tant qu'utilisateur principalement, je dois avoir au moins 50 abonnements à des outils en veux-tu, en voilà. Et j'avoue que ça me saoule. J'aimerais bien avoir... est-ce que, à tout hasard, je pourrais pas utiliser ChatGPT pour faire genre la sélection de clips et machin et tout ça? Parce que au bout d'un moment, on finit par avoir... je sais pas combien de problèmes j'ai dans ma vie, mais j'ai pas envie d'avoir genre un abonnement par problème en fait aussi. Et c'est aussi c'est un peu la difficulté, c'est qu'au final on va se dire bon bah tous ces problèmes là ils sont peut-être dans telle catégorie, je vais prendre l'acteur moyen. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un peu le curseur entre super spécifique et super large, parce qu'on va pas aller demander à ChatGPT de faire votre demande, on va pas aller demander à Clip de me rédiger un contenu SEO sur ChatGPT. Du coup, pour l'utilisateur, c'est
c'est assez tiraillant de se dire est-ce que je vais sur le très large, quitte à galérer moi-même à prompter, etc. Ou est-ce que je vais sur le très spécifique, mais dans ce cas, il faut que j'en prenne 50, quoi. Ouais, non, je vois l'enjeu côté utilisateur. Je pense que ça aura beaucoup à voir avec à quel point tu as un problème intense et à quel point l'outil spécifique apporte une vraie différence par rapport à l'outil plus générique, quoi. Et clairement, ça va jouer contre l'outil spécifique d'être un truc seul, alors que l'outil générique, tu l'utilises déjà pour autre chose. Mais d'ailleurs, tu m'avais dit que tu avais utilisé ChatGPT pour lui dire, à partir d'un transcript de vidéo, Oui. sors-moi les meilleurs moments. Bien sûr, on l'a fait aussi, tu vois, pour benchmarker, comparer, etc. Et c'est vrai que, en tout cas, nous, dans nos benchmarks, et je te laisserai toi me dire ce que tu en as pensé, mais c'était bien en dessous. En fait, comme c'est pas spécifique, comme il n'est pas câblé pour ça et qu'il est trop générique, il a envoyé des moments un peu random. Ouais. De ce qu'on a... Mais ça, c'est vrai. Moi, franchement, hein, pour être entièrement transparent, j'ai tout essayé. J'ai essayé directement des scripts. J'ai essayé de pouvoir demander à Notion AI en lui donnant le transcript, la transcription que j'ai sortie de des scripts. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai demandé à Claude de Anthropic. J'ai demandé à d'autres outils où on met juste l'URL de la vidéo YouTube. Et franchement, pour l'instant, ce que j'ai beaucoup aimé là pour l'instant chez Clip, qui est à nulle part ailleurs, c'était de pouvoir mettre des mots-clés qui sont spécifiques à mon langage. Par exemple, si je vais dire Midjourney tout le temps et que je dois corriger 50 000 fois le mot et qu'il ne comprend pas, etc. Ça, c'était un vrai avantage que j'ai retrouvé nulle part ailleurs et qui m'a permis de comprendre comment utiliser un peu ChatGPT. Et du coup, après avoir fait plusieurs sélections, je lui ai dit, voilà la transcription des clips que j'ai sélectionnés et pourquoi est-ce qu'ils étaient bien. Et je lui ai fait ça plusieurs fois à ChatGPT. Et ensuite, dans la même discussion, je lui ai donné, voici une nouvelle transcription, est-ce que tu pourrais me sortir selon mes sélections précédentes ? Alors, c'est pas exceptionnel, mais souvent, il y a un ou deux trucs, parce que je lui demande un clip qui fait entre 45 et 90 secondes. Donc lui, vu qu'il n'a aucune estimation du temps, vu qu'il n'y a pas les timecodes et tout ça, il me sort des trucs des fois qui font 2 minutes 30, donc c'est pas très grave. Je peux juste pas le mettre sur YouTube Short, mais ça me permet quand même de gagner du temps, surtout quand c'est des vidéos que moi j'écoute pas. Alors ça, je le fais pas encore pour les clients parce que je suis pas satisfait des résultats, mais toutes les 3 semaines, je refais des tests avec les outils pour voir les avancées, les mises à jour, pour arriver au moment où je pourrais enfin déléguer. Mais ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je l'avais pas testé jusque-là. Et ouais, en fait, tu fais la boucle. Ouais, tu fais ta boucle à la main. Du coup, ça dépend du temps que tu es prêt à y investir. Mais c'est vrai que ça améliore les résultats, mais ça reste basique, quoi. Et je pense que tu touches un peu un des problèmes qu'on a eu au début avec Clip, c'est que d'abord, on s'est concentré vraiment sur le modèle. Si tu veux, le MVP, c'était tu nous balances un texte et nous, juste, on va te surligner les moments intenses de ton texte. Donc, on a vraiment bossé sur ce modèle-là et on a sorti une première version où c'était tu nous envoies un fichier MP4 et on te renvoie des fichiers MP4 et ça s'arrêtait là sur une interface. Tu vois. Il n'y avait pas le plugin Trop bien. Adobe, mais c'était juste ça. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, si tu leur donnes 20 clips crus, en fait, tu leur rajoutes plus de boulot que tu leur en fais économiser. Tu vois. Moi, je préfère avoir 3 clips bien sélectionnés que 10, parce que je dois regarder 10 clips d'une minute, je perds 10 minutes, juste à les regarder. C'est ça. Du coup, je pense qu'il y a un gros enjeu, en tout cas pour nous et les boîtes qui se positionneront sur ce problème-là, de te donner une expérience de passage en revue des clips qui soit, et d'ajustement aussi, parce qu'il y a souvent des petits ajustements à faire, qui soit la plus fluide et la plus rapide possible pour vraiment délivrer sur notre promesse d'économie de temps. Parce qu'en fait, sinon, on te rajoute plus de travail et tu n'as juste pas le temps de consacrer. Tu n'as juste pas assez de temps à y consacrer. Ouais, ok. Eh ben, merci beaucoup Sven. On a fait un grand tour de l'IA et les vidéos courtes. On a fait l'IA en général et ce que c'est d'être entrepreneur dans l'IA. Et je suis plutôt content d'avoir pu finir notre discussion LinkedIn ici sur ce podcast. Donc merci beaucoup d'être venu. Ah, mais merci à toi, merci pour l'invite, c'était trop cool. Avec plaisir. On bosse beaucoup avec des podcasteurs et c'est le premier podcast que je fais. Donc trop bien. Mais en plus, j'ai hâte que tu m'envoies un mail quand je t'enverrai l'URL, que tu testes sur Clip ce podcast-là pour la sélection des formats. J'ai hâte de voir.
Si le moment où tu as dit incroyable, exceptionnel, il est pris, on va voir si Ça, s'il n'est pas pris, c'est terrible. Non, il sera Ok. pris, c'est sûr. Trop drôle. Merci beaucoup.